Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Scorpion du 27 avril 2021 et donc on va se baser sur une lune donc qui sera en Scorpion à 3h33 temps GMT dans l'axe Scorpion-Taureau donc à 7 degrés 06 minutes. Cette lune est dite pleine lune du Vésac. Donc je vais commencer par faire un petit paragraphe sur cette lune du Vésac qui me pose tous les ans questions et qui a tendance à m'agacer un petit peu, entre guillemets, hein, c'est très léger bien évidemment, mais je voudrais vous donner les informations d'abord que je ressens moi, et ensuite des informations que j'ai été chercher sur ses origines Vésac. Alors après, c'est les croyances de tout le monde, hein, j'ai pas de jugement là-dessus. Maintenant, donc la fête du Vésac, c'est quoi? À chaque fois, on parle de pleine lune en Taureau, alors que non, la pleine lune de mai, c'est la pleine lune en Scorpion. Et ça devrait nous interroger, hein, de fêter donc la rencontre du Christ et de Bouddha, et en tout cas de l'amour de ces deux philosophies et du plus haut point de ces deux croyances et religions et philosophies pendant une énergie de la pleine lune en Scorpion. Moi, c'est tout de suite ce qui m'avait intriguée au démarrage, c'est quand je me connectais, quand j'ai entendu comme tout le monde, passer une vingtaine d'années parler de la pleine lune du Vésac, je me suis connectée à ça et ce qui me sortait, c'était pas quelque chose qui était l'amour inconditionnel, c'était quelque chose de noir, c'était quelque chose de lourd, quelque chose de et qui avait tendance à envelopper beaucoup la Terre. Quand on regarde en plus les informations qu'on a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent des méditations globales et collectives qui sont organisées autour des énergies du Vésac. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous regardez un petit peu qui les organise, qui les met en place, qui les met en lumière, entre guillemets, c'est notamment organisé par la Lucis Trust. Je vous rappelle ce qu'est la Lucis Trust. Alors évidemment, c'est validé la journée du Vésac, et même il y a une journée du Vésac avec l'ONU. D'accord? Donc la Lucis Trust, je vous rappelle que c'est Alice et Foster Bailey en 1922 qui sont à l'origine de ça, ok? C'était soi-disant pour la reconnaissance des principes spirituels universels. Ça a été créé le 5 avril 1922. Leur maison d'édition qui était attenante à ça s'appelait la Lucifer Publishing Company. Je vous rappelle que Alice Bailey est la fondatrice du New Age. D'accord? Ce qui, moi, me pose question, c'est pas le Vésac ou pas le Vésac, en fait. Ça, c'est la croyance de chacun. Si on veut croire que le Christ et Bouddha peuvent se rencontrer, moi, perso, je l'aurais pas mis sous une pleine lune en Scorpion. Très clairement. Et là, le fait de faire des méditations collectives au-dessus de cette pleine lune en Scorpion va diffuser ces énergies de Scorpion. J'ai rien contre les scorpions, c'est pas de ça dont je parle, hein. Et cette énergie, elle va générer, elle va alimenter toujours cette fameuse égrégore du Vésac qui va aller effectivement dans mon ressenti envelopper la Terre. Et ça, je vous demande de ne pas vous connecter forcément à n'importe quel type de méditation collective. C'est super important de comprendre et d'aller rechercher vos sources sur qui a organisé ça, c'est fait depuis combien de temps, c'est quoi l'origine de ça et c'est quoi l'origine de l'égrégore qu'il y a là-dedans. Parce que sinon, vous donnez votre consentement et votre énergie à quelque chose qui est potentiellement nuisible, voire toxique. Donc c'était, voilà, juste, j'en profite, je l'ai jamais fait. Je me permets, parce que cette année, on est déjà tellement entouré d'énergie compliquée,
que c'est pas la peine d'aller envoyer des énergies qui sont pas bonnes pour nous, pour le collectif, en alimentant justement le côté noir et pourri de ce qui nous a amené ici. Voilà, donc ça c'était ma petite partie. Je donne pas souvent mon avis entre guillemets, mais là pour cette pleine lune du Vésac et cette pleine lune en Scorpion, je sincèrement réfléchissez-y. Connectez-vous à cette énergie pour voir ce que vous ressentez. Et n'essayez pas d'appliquer les principes du New Age, je suis heureux, tout le monde est heureux, ainsi soit-il, et nous sommes tous un. Non. Je vous rappelle, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Imaginez ce qui peut être en haut, vu le bordel qu'il y a en bas. Non? Bon. Allez. Pleine lune en Scorpion, donc du 27 avril 2021, 3h33, heure de Greenwich, et donc nous sommes face à une pleine lune dans l'axe donc Scorpion Taureau à 7 degrés, qui est assez parlante par elle-même, d'accord? Donc les énergies génériques d'une pleine lune, donc oups, c'était pas ce que je voulais faire en fait, d'une pleine lune en Scorpion, hein, on est d'accord, hein, là vous avez la lune et là vous avez l'amas dont on va parler, mais qui est spécifique à cette pleine lune en Scorpion. Pour autant, il y a toujours des énergies génériques dans cette pleine lune en Scorpion. Alors quelles sont-elles? La lune, c'est le berceau des émotions, d'accord? Après, il y a des choses qui vont aller du côté de la famille, puisque là, c'est la maîtresse du Cancer. Donc, on a ces émotions, d'accord, figurées par la Lune, qui se retrouvent placées dans un signe qui est le Scorpion, qui est donc un signe dit fixe, c'est-à-dire un signe qui dure, d'accord? Je vous rappelle que les signes fixes, donc, c'est Scorpion, Taureau, Verseau et Lion. Alors on a beaucoup de choses qui sont dans des signes fixes depuis quelques années maintenant, et des signes cardinaux qui ont été le Capricorne et le Bélier, et donc qui commencent et ensuite qui durent. Ok, on n'a pas de choses un petit peu plus, mais on verra qu'il y a quelque chose avec Neptune qui s'arrête et qui va mettre fin à la transe hypnotique qu'on a tous vécu depuis maintenant pas mal de mois et qui va donc prendre fin maintenant. Ici, dans les aspects génériques, une lune en Scorpion va donc prendre les caractéristiques de la lune pour les colorer avec les éléments principaux du Scorpion. Les éléments principaux du Scorpion, c'est essentiellement tout ce qui va être intensité, c'est mort et régénération, donc on est sur la mort des cellules, la régénération au niveau du corps, on est sur ce qui doit être laissé, etc. Et des émotions aussi également qui peuvent être extrêmement prenantes, extrêmement compliquées à se défaire. Pourquoi ? Parce que la Lune est un astre magnétique et le Scorpion est un signe magnétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous compilez les strates des énergies finalement pour lesquelles vous n'arrivez pas à faire intervenir la raison. La Lune, c'est également l'inconscient et le Scorpion va vous porter évidemment à gérer, à être en plein dans la noirceur de votre inconscient. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une lune en Scorpion, elle a toujours tendance à aller chercher ce qui est loin, ce qui est la vérité également, mais ce qui va être très noir parfois à aller atteindre. Donc on peut avoir avec ça une génération de situations avec des marqueurs instinctifs et inconscients, passionnels, qui sont plus forts que notre raison. D'accord? C'est ça que ça veut dire une lune en Scorpion. Ça veut dire qu'on est mu par des espèces parfois de pulsions, d'inconscients, qui sont excessivement forts. Alors, au niveau de la réceptivité également, ce sont deux signes extrêmement réceptifs, parce que ce sont deux Cancer pour la Lune et Scorpion, ce sont deux signes d'eau.
D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vient malgré tout, malgré l'analyse qu'on peut être amené à faire, ça vient recevoir les ressentis, recevoir notamment les énergies négatives en Scorpion. Hein. C'est le Scorpion, c'est Pluton, le maître du Scorpion. Donc il y a vraiment une histoire de mort, de régénération, d'épreuve. Donc c'est un aspect très profond, une lune en Scorpion, qui peut amener parfois des réactions inconscientes fortes, comme ça peut aller jusqu'à la violence, en tout cas beaucoup d'excessivité, une façon de se comporter avec des hauts et des bas. Hein. La lune, c'est toujours les humeurs, les cycles, donc les hauts et les bas peuvent être parfois très très mordants, très agaçants, très piquants. Ok? Donc, il faut absolument comprendre que le Scorpion, lui, qui va être d'abord d'habitude en grande maîtrise de soi, il va avoir cette lune qui va pousser à être finalement très réceptif à des choses qui vont déranger. Les émotions viennent véhiculer des messages parfois qui dérangent pour qu'on puisse avancer également. D'accord? Donc c'est très intense, c'est une période avec des émotions intenses. Ok? Cette pleine lune à Scorpion, donc, elle va demander, avec le Scorpion, à prendre conscience de ce qui doit mourir pour ensuite laisser la place à ce qui peut pousser. Et c'est là l'aspect primordial de la pleine lune, c'est-à-dire que là, dans le Taureau, le signe en face, complémentaire, on est dans quelque chose qui vient signe du Taureau, donc, excusez-moi, qui vient donc nous montrer que les choses poussent et se développent. Donc ici, on dit ok, pour se développer, il va falloir abandonner quelques bricoles et prendre conscience. La lune en Scorpion, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle nous demande donc à prendre conscience des choses qu'on doit laisser, d'accord, des choses qui doivent être un petit peu séparées. Donc finalement, on a un besoin d'intégrer avec la lune en Scorpion, d'accord. Cette lune en Scorpion, c'est une énergie qui va être donc intense, qui va attirer l'attention, qui va faire que on va avoir des problèmes d'ego ou on va être piqué au vif, puisque la lune en Scorpion, elle va nous montrer les erreurs. D'accord? Elle va mettre en lumière les erreurs, elle va mettre en lumière la banalité, ce qu'on n'a pas voulu regarder, le manque d'implication, des problèmes de responsabilité. Voilà, c'est tout ça qu'elle vient montrer. Donc forcément, elle suscite des montées d'émotions et elle va également parler de sécurité affective, tout comme le Taureau. D'accord? Et même de sécurité financière, puisque les deux signes sont très liés à l'argent. Donc sécurité affective, sécurité financière, qui suscitent des problématiques émotionnelles fortes. D'accord? Donc l'intuition avec une lune en Scorpion, c'est également quelque chose qui est exacerbé un petit peu et qui peut amener à cette, je dirais, cette prise de conscience importante. Alors, si on regarde les aspects de cette lune, de cette pleine lune en Scorpion du 27, on a quelque chose qui est très très marqué. D'accord? On a d'abord, comme je vous le disais, donc ici la lune en Scorpion, d'accord? Et ici donc les planètes en Taureau. Comme vous le voyez, il y a un amas en Taureau, c'est-à-dire qu'on est très attaché à ce qui est matériel, très attaché à ce qui va développer la vie, la voir pousser, la voir grandir. Et dans notre contexte bien particulier qu'on vit en ce moment, il y a quelque chose qui est très lié donc aux planètes qui sont en Taureau. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, comme vous voyez, je vais prendre ma flèche, il y a le Uranus qui est complètement conjoint au Soleil.
C'est-à-dire qu'il est opposé, d'accord, à la Lune. Et après, il va être conjoint au Soleil, mais il est conjoint aussi à Vénus et à Mercure. La Lune noire en Taureau est un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout ça, déjà, fait une pleine lune, donc des énergies un peu plus violentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pleine lune est également au carré fort, déclinant, mais malgré tout en carré, avec le Saturne en Verseau. Ok. Logique, puisque les planètes sont venues se grouper autour de Uranus, qui est donc toujours dans cette logique d'être en carré avec Saturne. Donc, on est par rapport à cette conjonction d'abord Soleil-Uranus, qui est dans ce carré essentiellement fort à Saturne, on est, et opposé à la Lune, on est dans un aspect de prise de conscience et un aspect d'éclairage, entre guillemets, de la pleine conscience. Hein. Le Soleil va venir, je dirais, pousser la conscience à son état maximum par le biais de ressentis qui peuvent être tout à fait désagréables. Donc ici, Soleil-Uranus, si la Lune ne vient pas les réveiller par l'opposition, eh bien c'est le savant. D'accord? On est Soleil-Uranus devant quelque chose qui marque l'apogée de la science et des nouvelles technologies. On est face à quelque chose qui est dans le tout scientifique et qui montre ce soleil qui montre la réussite de la science et de la nouvelle technologie. D'accord? Donc il y a une alliance de la volonté, de la lumière, de la royauté entre guillemets, du symbole en tout cas, qui vient s'allier aux nouvelles technologies. Et ces technologies s'appliquent sur la matière et qui vient donc montrer une volonté de pouvoir disséminer ces technologies au plus grand nombre, puisque Uranus est quand même la planète du collectif avec sa maîtrise du signe du Verseau. Donc, la science est ici mise en lumière, ok? Mais tout à côté, qu'est-ce qui se passe? On a Vénus et Mercure qui sont conjoints. Mercure et Vénus en Taureau. Là, d'un seul coup, on a un certain nombre de secteurs qui viennent nous parler. Vénus en Taureau, c'est la sensualité, c'est aussi les arts du spectacle, c'est l'argent, c'est la banque, c'est le fait d'avoir des approvisionnements à la fois, je dirais, argentiques, des espèces où on est bien alimenté en argent, mais on a également cette possibilité de sensualité, de bien-être, etc., qui va avec Mercure en Taureau, c'est la restauration, les spectacles, les musées, les artistes et le Mercure de l'éducation. Ok ? Donc on a plein de secteurs qui finalement sont d'un seul coup mis en lumière également dans le viseur de la science et qui sont là à dépendre de ce qui va se passer puisque la Lune est en train de leur mettre un warning assez fort, hein, puisque ça va être des émotions qui vont encore toucher ces secteurs-là. D'accord ? Ces émotions sont générées, à mon avis, par le carré de Saturne, qui s'applique là et là. Donc c'est tout ce qu'on voudrait voir réouvrir, tout ce qu'on voudrait voir repartir sur un mode normal et fonctionnel est bloqué, d'accord, par Saturne qui est utilisé par Uranus, puisque je vous rappelle que Saturne est en Verseau, donc il est quand même en carré avec Uranus, c'est Uranus qui le pilote. Bientôt, je vous montrerai comment on utilise les aspects de polarité. Ok ? Donc, il est piloté par Uranus, qui donc lui intime l'ordre de bloquer tous ces secteurs, et donc utilise les divers potentiels de blocage et de retard, hein, puisque Saturne c'est la maîtrise du temps, donc on maîtrise soit le passage normal, soit le retard, et Saturne c'est toujours une
contraction. À l'inverse de Jupiter qui est une dilatation, Saturne, c'est une contraction. Donc ça veut dire que on a un problème de réouverture des écoles, un problème de réouverture des spectacles, de tout ce qui fait, voilà, et je dirais tous les secteurs de restaurants, de musées, les spectacles artistiques, etc. Et on n'exclut pas non plus une problématique également où on se gratte la tête avec les problèmes bancaires, à cause de Vénus en Taureau, qui devient carré également à Uranus. Le problème d'approvisionnement, de liquidité se fait moins évident, on va dire. Ok ? Donc, ce carré Saturne-Lune, il est utilisé pour montrer une espèce de séparation, une espèce de blocage et de frustration. D'accord ? On est dans le sens premier de Saturne-Lune, c'est du veuvage dans un thème individuel, par exemple. Saturne, il prive de quelque chose. Donc, quand on est privé de la Lune dans un thème masculin, on peut avoir des risques de veuvage. On est privé de sa femme. Ok ? Donc, si on applique ça comme ça, eh bien, on est dans quelque chose qui ne peut pas redémarrer au niveau du Verseau, donc la sociabilité, le fait d'être dehors, le fait d'avoir sa liberté, et donc qui est impulsé par ce Saturne en Verseau, donc quelque chose de politique, qui vient bloquer et qui génère les émotions qui sortent du Scorpion, et qui retombe donc sur tout cet amas en Taureau. D'accord ? Donc ici, le carré Saturne-Lune donc génère donc un problème émotionnel qui va retomber sur ce qui était en train de se développer et ce qui demandait à se développer en Taureau. Saturne-Lune, du coup, c'est la dépression aussi. Puisque la Lune, c'est les humeurs, et Saturne, c'est comme le plomb, hein, c'est un petit peu austère, hein, c'est l'austérité, donc on a Saturne carré Lune en Scorpion, c'est un indice de découragement. On baisse les bras, on n'y arrive pas, ok ? Donc ça peut être, encore une fois, la polarité qui est lue dans cet aspect pour la majorité des gens qui subissent l'énergie. Les autres aspects importants de cette lune, d'accord, sont donc l'amas qui est ici, donc en Taureau. Hop. Qui est sextile à Mars qui vient de passer en Cancer. Donc c'est encore large comme chose, comme sextile, mais c'est un sextile qui se poursuit dans la lunaison, hein, c'est pour ça que je vous le mets, et donc c'est une action, malgré tout, d'accord ? Une action qui peut être entreprise. Surtout que Mars, bien relié à Uranus, ce sont des actions groupes, des actions publiques, des manifestations. Surtout que Mars est en Cancer. Le Cancer, c'est les petits groupes. C'est la famille. D'accord ? Donc ici, Mars sextile Uranus, c'est la lutte pour un progrès social. Donc, on se laisse enfermer, et là, d'un seul coup, on dit là. D'accord ? Donc, il n'y a pas de violence. On est d'accord que c'est pas un déferlement de choses. Il y a une recherche pour se grouper de façon intelligente pour générer une dynamique de progrès social. D'accord ? Donc, c'est pas la guerre civile, là. Ok ? C'est quelque chose qui veut montrer un autre chemin. De même que quand vous avez Mars ici, Mars est trigone également à la Lune et il est trigone à Jupiter. Ce qui veut donc dire en Verseau, il est encore en Verseau, il passera en mai en Poisson.
On verra le changement d'énergie. Donc, Mars, Trigone, Lune, entre le Cancer et le Verseau, entre le Cancer et le Scorpion, plutôt, ça donne de la ténacité. La Lune, elle est en Scorpion, donc elle est dans un signe fixe, donc elle est en train de dire, mais moi, vous allez pas me la raconter 150 fois, ça. D'accord? Donc il y a une volonté de voir les choses qui fait la base de ce qui est la lutte. Ok? Donc il y a une action, il y a une ténacité, il y a une persévérance dans la lutte, et là encore, on agit en groupe. Du côté du trigone Mars-Jupiter, là encore, l'action, elle est facilitée. Elle s'entoure également de chance. Jupiter, ça peut être la chance. Jupiter en Verseau, la chance collective. Donc quelque chose qu'on commence à comprendre et qu'on peut également vouloir prendre, se saisir. On peut vouloir se saisir de quelque chose. Donc, Jupiter, Trigone, Mars, c'est également une possibilité d'avoir une action de groupe, mais une action aussi structurée. Avec Jupiter étant en Verseau, ça ne sera pas forcément militaire, comme souvent on lit Jupiter et Mars dans les aspects militaires, mais ici, Jupiter étant en Verseau, c'est plutôt une action sociale, une action de groupe, une action éclairée par l'Uranus et sa pleine conscience, qu'on a vu joint au Soleil. Donc là, le Jupiter vient donc avec ça. On a vu Saturne qui contracte, et là, on a une dilatation de Jupiter. Jupiter vient montrer que c'est possible, qu'on peut le faire. D'accord? Et d'un seul coup, on voit un changement de ton. On est convaincu de ces actions. On va être persuadé de pouvoir faire quelque chose. D'accord? Donc, on va avoir des actions qui vont se construire de façon groupée, de façon intelligente, de façon construite et de façon légale. Donc, encore une fois, pas de guerre civile qui va produire des choses, mais au contraire, des groupements d'intelligence diverses, peut-être hétéroclites aussi, avec Jupiter en Verseau, peut-être des trucs complètement originaux et qu'on n'aurait pas pensé avant. Mais il y a cette volonté à un moment donné qui émerge d'un groupement de gens qui voient les choses et qui agissent dans l'intérêt commun. Ça, c'est intéressant. Et c'est pas tout, parce que qu'est-ce qui se passe en même temps? Regardez bien. Mars est carré. Neptune en Poisson. Alors, là, on est d'accord, le carré est un peu dépassé, mais il y est encore. Ce qui veut donc dire que même si on est en fin de carré, on a une indication de mise en place ou de déliquescence, de déstructuration d'une idéologie antérieure qui n'a pas fonctionné et qui était défavorable. D'accord? Donc, on peut avoir ici, effectivement, des sursauts de cette idéologie défavorable, mais cette idéologie défavorable, elle est en fin de carré, elle s'en va. Elle se délite. D'accord? Donc, c'est fini, on ne peut plus être trompé. On ne peut plus non plus tromper les autres. D'accord? On comprend ce que l'on veut et on comprend la réalité d'un seul coup. Le carré prend fin. Là, Mars va arriver donc à un moment donné. Bientôt, il sera trigone à Neptune. Et là, on aura une action qui va être différente puisqu'elle se portera sur les traitements. D'accord? Puisque là, on est simplement sur le fait de voir des idéologies ou des dogmes ou des façons de faire qui n'ont pas marché. Donc, il y a cette prise de conscience. D'accord? Et là, maintenant, on va avoir, avec ce carré qui prend fin, finalement, une possibilité de revenir à la réalité
avec la Lune qui est d'autant plus maîtresse du signe du Scorpion qui voit le mieux cette réalité. Ok ? C'est d'ailleurs confirmé par le fait que, pour la première fois, nous n'avons plus ce Neptune qui agit en carré. Regardez, il n'est plus en carré avec les nœuds. Et non. La transhypnotique qui était systématiquement émise depuis que ça fait des mois que Neptune est en carré au nœud. Donc, on était sous influence, une incapacité à discerner ce qui est bon collectivement et ce qui est mauvais collectivement. D'accord ? Et cette espèce d'écran de fumée s'est dissous. D'où tout ce qu'on voit dans les prises de conscience et la capacité à quand même poser un certain nombre de choses qui doivent être vues, réalisées, même si elles sont fondamentalement désagréables. Et là, je pense à peut-être la réalisation de choses qu'on a demandées aux gens et qui ont peut-être potentiellement même entraîné leur mort. Ça, il va falloir, ce truc, cette énergie-là, elle pousse pour qu'on la reconnaisse. Ok ? Ce qui est validé en plus par Saturne, regardez Saturne qui a beau être maîtrisé, je le rappelle, on verra plus tard comment on lit les polarités des aspects. En tout cas là, Saturne est ressenti comme un blocage. Et Saturne est en sextile. D'accord ? Au nœud sud et trigone au nœud nord. Ce qui veut dire que d'un seul coup, Saturne, c'est pas que quelque chose de mauvais, Saturne. Il a une polarité, comme toutes les planètes, elles ont toutes une polarité. Ici, Saturne vient donner sa polarité positive à l'approfondissement, au suivi, d'accord, au fait, au soutien. On est dans un Saturne qui soutient, fondamentalement, hein, Saturne soutient énormément l'évolution. D'accord ? Et ça, c'est très, très, très important parce que Saturne soutient l'évolution. Là, on voit, ça va être la maison 3, donc ça va être la maison, justement, de ce Mercure qui était en Taureau conjoint à Vénus. Donc, il y a vraiment cette volonté d'analyse, de voir les choses de façon pragmatique. Hein. Le Taureau, il va pas vouloir qu'on lui raconte des mille et des cents. Il veut des choses concrètes et des choses factuelles. Et sur la base de choses factuelles, on se rend compte que des choses ont marché ou n'ont pas marché. Que des choses ont été bien faites ou des choses ont été mal faites. Mais je pense que là, on va commencer à avoir des gens qui vont tirer des bilans et qui vont tirer des historiques, qui vont pouvoir mettre en valeur des choses et par leur réputation à eux, par leur façon d'être, puisque Jupiter, trigone Lune, c'est aussi la possible réputation d'un médecin qui est bonne et qui vient expliquer tout ça et qui vient montrer le chemin et qui vient commencer à apporter des traitements dont on va parler dès début mai quand Jupiter va passer en Poisson. Jupiter qui va passer en Poisson, qui va aller vers Neptune en Poisson, là c'est le règne des traitements. D'accord ? Donc d'un seul coup, que ce soit les laboratoires ou d'autres, tout le monde va se mettre à dire « Ah oui, mais le vaccin, on va changer notre fusil d'épaule. » Et on va commencer à parler d'accompagnement de la vaccination par des traitements. Attention à ce qu'on verra après au niveau de traitement. Je vous dis pas que tous les traitements sont bons, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler de ça. Ok ? Alors, il y a également comme indice en ce moment à relever, qui est important, Mars est également carré à Chiron. Et donc ça, c'est un marqueur évidemment d'une guérison qui peine à venir. D'accord ? Donc on se retrouve avec, malgré tout, Chiron, regardez la polarité négative, pas de guérison avec carré à Mars. Toutefois, Chiron sera également en sextile et en trigone par rapport au nœud. Ce qui veut donc dire que la guérison, elle se voit, elle va apparaître à un moment donné. Ok ? On va parler de guérison réelle, ok ? De l'individu. Donc quelque chose va indiquer ici, avec ce carré, un impact dans la population puisque Mars est en Cancer. Ok ? Donc là, il y a quelque chose qui va marquer les esprits
au niveau de la guérison, quelque chose que les gens vont considérer comme étant inadmissible. Ok ? Et enfin, je dirais, dernier aspect intéressant de noter, hein, même si c'est des aspects qui voilà, on a un Pluton et le Neptune, qui est habituellement très toxique, hein, qui sont en sextile. D'accord ? Donc ça, on parle de choses qui sont communes, hein, qui agissent sur le collectif. Et là, on parle de destruction de croyances, de facilitation de destruction de croyances antérieures, d'accord ? Ou de modification de religion pour la mise en place de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle façon de croire, d'une nouvelle façon d'établir notre foi, nos croyances, etc. Ok ? Donc, ici, ce qu'il faut commencer à voir, mais qu'on verra de plus en plus dans toutes les capsules, c'est la polarité des aspects, la polarité des planètes et comment des planètes peuvent être utilisées selon une polarité ou une autre pour générer ensuite une suite heureuse ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Au niveau de la numérologie, alors au niveau de la numérologie, on a 27 avril 2021, ce qui nous donne 9, 4 et 5. Donc on a présence globalement de 9 plus 9 égale 18, encore 9. Donc on est globalement sur une sorte de fin de cycle. D'accord ? Le 18, donc, c'est la Lune. Ok ? La Lune qui représente toujours, comme on l'a vu pour la pleine Lune, les émotions, la réception intuitive, qui parle de la famille, qui parle de l'angoisse du quotidien, qui parle également parfois de mensonges, de dissimulation. C'est également un temps de réflexion, de gestation, d'arrêt, d'accord ? Et donc, cette lune, elle est également toujours associée aux cycles, y compris les cycles biologiques ou les cycles de l'eau comme les marées. Donc, on a également ces cycles qui parlent avec cette couleur notamment du passage de la vie à la mort. Donc c'est ça, comme la lune en Scorpion, qui demande, qui pose question, d'accord, sur ce qu'on va être amené à vivre sous cette pleine lune. Cette énergie donc lunaire, elle va amener quelque chose finalement qui débouche soit sur, quand on est aligné avec elle, sur une sorte d'intuition et de réceptivité maximale qui permet d'avancer et d'avoir une espèce d'impression avant les autres, soit elle est également, elle débouche, comme on l'a vu sur Saturne carré Lune, parfois sur de la dépression ou de la solitude. Cette carte, c'est une carte qui peut montrer parfois beaucoup de solitude et de renfermement, d'idées noires. Ok ? Donc, la logique qu'on voit, qui est de la logique émotionnelle avec la lune en Scorpion et la lune du 18 de la date, ça répond finalement à des critères que, je disais au démarrage, l'ego et la raison ne peuvent ni canaliser ni saisir. Donc, cette énergie magnétique, elle va demander à ce qu'on la reçoive sans la nuancer ni la colorer de ce mental. D'accord ? Et c'est à ce titre-là que cette intuition, donc la bonne polarité de la Lune, va ressortir propre. C'est-à-dire conforme au message envoyé et pas traité par l'analyse de notre mental ou de l'ego, et qui peut parfois conduire à finalement interpréter les choses de façon complètement erronée et mensongère. Ok ? Ici, ce qu'on a vu dans la date, c'est qu'il y avait beaucoup de 9. Le 9, c'est l'ermite. D'accord ? C'est la lame qui véhicule, je dirais, plusieurs
plusieurs sens, d'accord. Le nombre 9, c'est l'aboutissement. C'est le premier cycle de la matière, d'accord, parce que c'est un nombre, donc c'est lui qui va du 1, du battleur au 9, etc., qui va finalement faire grandir la prise en compte de la matière. Le 9, c'est finalement un nombre qui est assez ambivalent, comme on le sait, qui est un nombre central dans beaucoup de mythologies ou beaucoup de religions, parce que, pourquoi il est ambivalent? Parce qu'en fait, il est à la fois, c'est un nombre actif parce qu'il est impair, mais c'est un nombre aussi qui est divisible, et donc il est réceptif. D'accord? Et il est d'autant plus divisible en miroir, hein, 3-3. Donc ce 3-3 va nous ramener également à la Trinité, au triskel, à tout ce qui est ternaire et qui est donc marqué, au Valknut donc les triangles d'Odin de la mythologie nordique. C'est 3 fois la Trinité. D'accord, c'est le triple ternaire dont on parle beaucoup dans plein de cycles païens, de religions ou de mythologie païenne. C'est le multiple qui revient à l'unité. Ok, donc c'est l'œuf qui va contenir le tout, le 9. D'accord, c'est l'Ouroboros aussi, le serpent qui se mord la queue, qui est le symbole de l'infini. Au niveau du graphisme, ce 9, tac, c'est celui qui va aussi être construit comme la suite de Fibonacci, c'est-à-dire sous forme d'une suite du nombre d'or qui va permettre à la matière de se développer de façon parfaite. D'accord? Donc on est sur le graphisme de la spirale qui est partout dans l'univers. D'accord? Quand un cycle se termine, un autre commence avec cette spirale. Hein, on fait un tour et hop, ça continue. Donc ici, ce triple ternaire, il a plein d'échos dans toutes les religions, dans toutes les mythologies. Je vous ai dit, la grecque, par exemple, on a les 9 muses. On a aussi les 9 mondes païens. Et donc, ici, l'éclairage de la petite lanterne, hein, nous montre que finalement, on est très... c'est la lumière que l'on produit nous-mêmes. D'accord? L'ermite doit nous montrer, doit nous inciter à bien voir les détails qui sont visibles avec cette lumière-là. D'accord? Et donc, c'est les détails de notre relation à l'ancien monde qu'il faut voir. D'accord? Avec cette lanterne, c'est-à-dire cette conscience de bien regarder les choses et de s'être bien impliqué dans les choses pour bien les voir. L'ermite, dans le tarot, il figure souvent le savant, l'expert, d'accord, ou le père, qui est parfois distant et lointain. Donc ici, on est sur un expert qui peut voir les choses, d'accord, selon son propre éclairage. Donc cette lumière, il la tient, vous voyez, il la tient bien haut devant lui, devant ses yeux, pour bien éveiller la conscience. D'accord? Et normalement, on a aussi un petit peu... on a une couleur qui doit pouvoir nous ramener, donc il y a la matière et il y a son manteau bleu qui nous ramène aussi à la spiritualité, sachant que c'est basé sur la matière, vous avez du jaune à l'intérieur et le manteau rouge de l'action. Et donc ici, c'est l'alchimie de tout ça. D'ailleurs, l'ermite est écrit avec un H qui renvoie à Hermès Trismégiste, qui est le fondateur de l'alchimie. Et donc, c'est lui qui aurait découvert la pierre philosophale et l'éternité, d'accord, avec la conscience de ce qui peut être transformé chez nous. L'ermite ici, donc dans cette date, va symboliser une crise
à laquelle il va falloir se donner les moyens de faire face pour obtenir un changement profond. D'accord? Pour ça, l'ermite, il peut décider plusieurs choses. Il peut décider de se renouveler, c'est-à-dire de voir les choses et de les intégrer. D'accord? Ou alors, il peut décider de mourir. D'accord? Il peut aussi, parce que lui aussi, il renvoie à une certaine énergie de solitude, d'isolement, de parcours compliqué, de misère, même possiblement de déchéance, avec cette austérité saturnienne. C'est donc ces énergies-là avec lesquelles on va être confronté durant cette lunaison. Donc on revient bien sur nos énergies de la Lune, de Vénus en taureau, de tout cet magma en taureau qui a besoin finalement d'être débloqué et de survivre à ce pic d'angoisse ou de lucidité qui peut donc lui être envoyé. Au niveau de ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chance, quelque part, que aujourd'hui, la transhypnotique de Neptune se soit levée et qu'on puisse, grâce à la maîtrise de Saturne, la maîtrise du temps, la maîtrise du blocage, eh bien qu'on puisse toujours être dans la capacité de pouvoir accepter les choses, les voir et les prendre en conscience. Et pour ça, Uranus pilote Saturne dans cet aspect de tension pour nous laisser le temps de pouvoir intégrer ces nouvelles énergies et de pouvoir les accepter et nous séparer de ce qui n'est plus compatible avec un nouveau mode de conscience. Voilà, bah écoutez, j'espère que, en tout cas pour moi, c'est une lunaison qui est positive. C'est une lunaison qui vient nous apporter pas mal de chances, de groupement, d'action, de compréhension de ce qui se passe, tant au niveau individuel que collectif et mondial. Donc, regardons ce qui se passe, restons positifs et puis assurons-nous de bien comprendre de quoi on nous parle et vers quoi on veut nous envoyer. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.